Salut tout le monde, regardez-moi ces effets spéciaux. Investissement, micro et tout, exceptionnel. Bienvenue sur YouTube, bienvenue, c'est Baptiste Tellier. On est là pour parler de Vim et on va faire un gros focus. Je pense que si vous avez cliqué là, c'est que vous avez déjà vu le titre, sur la partie Oracle. Comment on fait pour sauvegarder Oracle? J'ai mis à jour le deck en version 13, donc on a les dernières nouveautés en plus pour tout ce qui est sauvegarde de Oracle. Et sans plus tarder, je pense que ce sera une première partie entièrement dédiée à la théorie. Et on prendra la main sur une Rafat Trest dans une partie 2. Si un jour je fais la partie 2, parce qu'on connaît l'histoire, hein, ça fait des annonces et après il se passe rien. Mais bon, sans plus tarder, on enchaîne pour sauvegarder des bases Oracle. On a 3 façons de sauvegarder des bases Oracle. Ce que vous connaissez, c'est l'image level, forcément, sauvegarde de la machine virtuelle dans laquelle il y a de l'Oracle dedans. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre des agents, notamment sur des serveurs physiques, donc des agents Windows ou Linux, et c'est toujours de l'image level. C'est pratique pour les serveurs physiques ou les hyperviseurs qu'on ne supporte pas. Et ensuite, on a aussi le backup de base Oracle directement avec le plugin Herman. Et c'est souvent là où on a pas mal de questions, parce que les 2 premiers sont très connus, le plugin Herman un peu moins. Bien sûr, on peut mixer tout ça, et on peut aussi sauvegarder les logs, et tout ça, on va en parler juste après. La question, pourquoi on a plein de façons de sauvegarder? Et bien déjà, le plugin Herman, pourquoi il a été créé à la base? C'est pour répondre à des questions de DBA. Quand il y a des DBA chez les clients, on a toujours besoin d'avoir la sauvegarde gérée par ces DBA, donc par Herman, qui ne jure que par Herman, hein. Si vous êtes DBA et que vous regardez cette vidéo, probablement tapez Herman en commentaire. Et l'idée, c'est de continuer à laisser ces opérateurs de base de données utiliser tout leur script Herman, le scheduler externe, etc. Quand vous utilisez Oracrack, vous n'avez pas le choix que d'utiliser Herman. S'il y a des disques ASM sur un serveur physique, pareil. Donc voilà, il y a des scénarios dans lesquels on utilise obligatoirement l'outil natif Herman. Dans le cas où vous n'avez pas de DBA, où c'est de la base Oracle, sans forcément avoir de connaissances Oracle, c'est assez rare mais ça arrive, que vous voulez faire tout le process dans Vim Backup et Réplication, notamment le pilotage, l'image level plus de la base de données consistante à l'intérieur de l'OS, ou vous utilisez des trucs comme Oracle Data Guard, il n'y a pas le choix que d'avoir une sauvegarde au niveau image. Maintenant, avec la version 13, on est monté en support de version, donc de plus ancien c'est la 11G Release 2, et on va jusqu'à la 23 AI. Côté operating system, c'est pareil, hein, on drop des supports, on rajoute des nouvelles versions, donc Oracle Linux de 7 à 9, voilà, même de l'IBM AX, voilà, il y a pas mal de choses qui sont supportées par le plugin Herman. Tout ce qui va être Application Aware Processing, c'est probablement généralement la même chose. On commence par le plus simple, l'Oracle niveau image. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la machine et on va faire du guest processing. Le guest processing, c'est le process, c'est Vim qui va envoyer un petit runtime, un petit process dans la machine pour prévenir la base de données qu'on va la sauvegarder. Il y a 2 façons d'envoyer ce runtime. Soit c'est non persistant, et donc à chaque sauvegarde, on envoie un runtime, on prévient la base de données avec ce runtime, on l'exécute, et l'intérêt, c'est que c'est pas besoin de maintenir une connexion, pas besoin de maintenir un agent. Ce runtime, il est vraiment non persistant. Le désavantage, c'est que ça passe par des VIX, ça passe par des flux parfois qui sont plutôt restreints, et on peut aussi déployer du coup un agent persistant. L'agent persistant tourne directement dans la machine. Je vous mettrai le lien du PDF que je vous présente, probablement en description de la vidéo, comme ça vous aurez même les liens qui seront cliquables pour aller voir directement la doc. Et donc, sur la partie persistant, l'avantage, c'est que vous avez un port défini de connexion entre votre Guest Interaction Proxy et le serveur dans lequel il y a la base de données pour pouvoir opérer cette sauvegarde cohérente et consistante. Je vous refais un peu le b.a.-ba. Je pense que généralement, quand vous tombez sur des vidéos comme ça, vous avez l'habitude que je réexplique le fonctionnement de base. Donc l'application Aware consistant, quand vous avez votre job de backup VMware ou tout ce qui est supporté à ce niveau-là, on coche la case Enable Application Aware Processing.
AD, Exchange, SharePoint, SQL, Oracle, Postgre. Directement, vous n'avez rien à faire. On choisit Interaction Proxy. Donc le Guest Interaction Proxy, c'est lui qui va envoyer le runtime. On a besoin de credentials dans l'OS pour pouvoir exécuter ce runtime. Et ça va permettre d'avoir une sauvegarde cohérente. Bon, je vous épargne le détail, vous l'avez dans le slide. Mais il y a tout un jeu de communication avec l'OS, les VSS, le trigger ensuite des snapshots, relasser les VSS, ça c'est un exemple sur une machine Windows, etc. Et jusqu'aux troncations de log. On a la même chose avec Oracle, où on va être capable du coup d'aller sauvegarder la base de données Oracle de façon cohérente avec ce runtime. Il faut forcément que la base soit en archive log. Et on a un job principal, comme d'hab, le parent backup, c'est un image level. Et derrière, on va avoir un deuxième type de job, qui sont des jobs enfants, qu'on appelle des archive logs. Ça permet de sauvegarder directement les logs. Dans le configuration, quand on est dans la partie avancée du coup qu'on a coché sur Application Layer Processing et qu'on va dans la partie avancée, vous avez vu, il y a plein d'onglets, dont Oracle. Oracle, on a besoin d'être 6 DBA pour aller faire toute la partie gestion des logs. Et par défaut, c'est Do Not Delete l'Archive Log. Et vous pouvez ensuite choisir de sauvegarder les logs toutes les 15 minutes. Donc on se configure en backup, on coche la case backup log every. Et là, on a le choix d'aller directement dire, OK, toutes les 15 minutes, je vais récupérer les logs et les garder soit en fonction de la rétention appliquée sur la sauvegarde image, soit le faire sur une date différente. Voilà, on peut garder sur 15 jours, etc. Ça, très pratique. Le log shipping, c'est le serveur qui va être en charge d'avoir le composant pour pouvoir parler avec la base Oracle. Forcément, pour aller récupérer les logs, il faut avoir des composants Oracle. Généralement, ça va être un serveur Oracle qui va être chargé d'aller récupérer, discuter avec tous les serveurs Oracle pour récupérer les logs. Et bien regardez, c'est pas beau ça. Donc on a le Direct Connection. C'est directement qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est directement le guest OS de la machine qui va envoyer vers le repository. Donc ça c'est pratique. Mais honnêtement, moi je vois souvent un specific server parce que ça permet d'avoir une matrice de flux beaucoup plus cohérente. On sait que c'est tel serveur, tel log shipping server qui va communiquer avec les autres machines. Et lui, ce log shipping qui communique avec le repository. C'est toujours beaucoup plus simple d'être dans ce système-là. Et donc, c'est soit un log shipping en Windows, soit en Linux. Et vous le mettez dans la liste. Et ça vous permet d'avoir généralement une segmentation de flux beaucoup plus cohérente. Bon, une fois que vous avez vos logs, vous avez vos backups qui tournent. Derrière, vous allez trouver un job qui tourne en permanence, qui s'appelle un backup, redo log backup. Ça fait des points VLB. Et vous allez voir, du coup, comme à droite, ce job qui tourne avec des RPO qui sont maintenus ou non. Si jamais il n'a pas réussi à sauvegarder les logs, vous allez vous retaper des SLA qui sont moins bons. Et voilà, ça vous donne tout un panel d'informations. La nouveauté avec la version 13, c'est que maintenant, quand on est sur une VSA, donc le Linux, la Vim Software Appliance, d'accord ? Par défaut, on est sur un runtime en mode guest, comme on disait tout à l'heure, où ça le déploie de façon à la volée, donc ça l'enlève après le job. Par contre, si vous avez des restrictions comme vous avez activé le mobfips, vous avez des problèmes, vous êtes en IP, vous n'avez pas de résolution DNS, etc., peut-être que là, il faut étudier la mise en place des persistants. C'est aussi le persistant, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir accès au share, quand c'est du Windows notamment, d'avoir accès à un share, donc le C$, et ça permet d'avoir uniquement un agent qui est déjà démarré, qui n'a pas besoin de déployer à la volée. Voilà, c'est probablement quand on est sur de la VSA, peut être intéressant de regarder cette partie persistant pour ne pas avoir de problématiques DNS si jamais on est hors domaine. Voilà, il faut garder ça en tête, qu'avec la VSA, avec c'est plus du Windows et que si vous intéressez avec des serveurs Oracle Windows, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de limitations à ce niveau-là. Justement, avec la version 13, quand on veut avoir un persistant, et si vous avez déjà regardé les autres vidéos,
Sur la version 13, on parle de Deployment Kit. On s'en sert sur des machines Windows, parce que comme la VSA c'est du Linux, quand on discute avec des machines Windows, on ne peut plus faire tout ce qui va être NTLM. Et donc on prend ce Deployment Kit, on le génère, on le copie avec le certificat et tout ce qui va bien sur la machine cible. Et ensuite, ça installe tout ce qu'il faut, donc le service, un certificat permanent qui permet de se connecter avec le serveur VBR. Et donc l'agent persistant est déployé et au moins vous êtes sûr de ne plus avoir de problématiques d'interaction entre votre VSA ou votre serveur Windows. Vous pouvez aussi tout simplement avoir un Guest Interaction Proxy qui est en Windows. Voilà, c'est juste cette transition Linux implique beaucoup de choses, et notamment les Guest Interaction Windows, NTLM et compagnie, c'est un gros problème. Les requirements, c'est sorti tout simplement directement des systèmes requirements et tout ce qui est limitation. Donc on supporte ASM, on supporte... il faut utiliser le plugin Herman, on le disait tout à l'heure, pour tout ce qui va être Oracle RAC, donc Real Application Cluster. On va supporter également tout ce qui est Data Express Edition XE, uniquement pour les machines Windows, et Data Guard. Il faut sauvegarder toutes les machines. C'est un peu comme un failover cluster de Windows, etc. Si on veut sauvegarder tout ce qui va être Oracle Data Guard, il faut rajouter tous les serveurs dans le même backup job, et là, le serveur Vim va être capable de comprendre et de détecter que c'est du Data Guard sur Oracle. Les permissions, je le disais tout à l'heure, local admin, DBA, Oracle DBA si on veut pouvoir s'authentifier dans l'OS pour faire tout ce qui va être application aware consistant et troncation de log. Si vous avez de l'ASM, ASM admin. Et sur Linux, c'est aussi simple, c'est root. Et il faut avoir accès à un home directory puisqu'on va pousser des guest tools qui doivent pouvoir atterrir quelque part. Donc ça représente ce que vous voyez là, le 6DBA dans la partie gestion des logs. Et que ce soit Oracle, que ce soit agent ou que ce soit... pour tout ce qui est image level, voilà, vous allez forcément avoir besoin d'avoir un accès 6DBA, de toute façon c'est écrit. Alors vous pouvez... il faut que je vous laisse lire tout ce qui est spécifique, mais il faut que le groupe Windows, il y ait Oracle DBA dedans, en fonction de ce que vous avez comme installation. Si c'est du Linux, c'est différent. Voilà, je vous laisse apprécier. Bon, tous les autres requirements, de toute façon, ils sont listés. L'avantage, c'est qu'ils sont là, mais ils sont dans la doc. D'accord. Oui, il faut que vous... Oratab, c'est tout ce que... Il faut que vous ayez toutes vos bases de données dedans. Que le pass Oracle soit résolu. Que l'archive log soit validé. Voilà, maintenant qu'on a fait de la sauvegarde, on va devoir faire de la restauration. Et restauration, vous connaissez tous les modèles de restauration, bare metal, instant recovery, VM, guest, tout ça, blablabla, la liste est longue. Et on a surtout l'explorateur pour Oracle. Donc quand vous avez sauvegardé une base Oracle, vous pouvez faire clic droit dessus, et vous avez 3 ou 4 scénarios différents. Quand vous lancez l'explorateur, vous pouvez faire de la restore de base, publish, instant recovery et export. Donc ça fait à minima 4, qui vous permettront donc d'avoir soit une base de données disponible directement avec l'instant recovery. La même chose avec le publish. Publish, c'est pratique pour aller juste la publier à côté, récupérer les données et laisser le DBA ensuite récupérer ce qu'il veut sur sa base de prod. Et export, pareil, il va pouvoir directement avoir la main sur son dump et le réimporter, le comparer, faire ce qu'il veut. Et toutes ces backups, toutes ces explorers pour Oracle sont disponibles, que vous fassiez du backup, mais que vous fassiez aussi du snapshot réplica, du CDP réplica, du vimzip ou du storage snapshot. Donc en fait, même si vous pilotez des backups, des snaps de baie, vous pouvez faire de l'explorateur Oracle sur des snaps de baie. Donc on peut aller très loin dans la granularité et dans le RTO, RPO avec l'utilisation de cette technologie. Quand on fait de la restauration, notamment de l'export, quand on fait du publish, de l'instant recovery, etc., il y a le fameux staging server. On s'en sert pour sauvegarder, mais on s'en sert également pour restaurer. Donc au moment où vous allez publier ou restaurer ou exporter, on va avoir besoin d'utiliser le moteur Oracle et vous avez besoin de configurer du coup un staging server avec les bons droits d'accès dessus. Donc vous voyez dans les options, même version, même operating system.
Donc déjà, à bien garder ça en tête, parce que si vous avez plein de versions d'Oracle, peut-être qu'il faudra plusieurs staging serveurs. Votre serveur de staging peut être votre serveur de prod. Ça peut être le même serveur, hein. Si vous avez un petit environnement, peut être le même serveur de prod. Si vous avez un énorme environnement et que vous avez probablement du coup un environnement de pré-prod, bah c'est l'idéal d'utiliser la pré-prod comme staging. Comment ça marche? Bah, l'explorateur il se connecte au serveur, il va lancer le Moon Server pour que le repository puisse communiquer avec la base de données. Vous allez vous retrouver le Moon Server, il va avoir hop là, et le Moon Server il va avoir du coup le FLR, vous avez l'habitude, hein, ou le Tensor Linux. Et là, il y a le service Oracle Restore qui va monter tous les fichiers sur le staging server pour pouvoir discuter avec ce moteur de base de données. Quand vous faites de la resto, il y a aussi donc restore de base, restore, publish, etc. Et si vous avez les logs, eh ben, le gros avantage, vous allez pouvoir faire du point in time. Vous allez, à partir du moment où vous sauvegardez tous les logs, toutes les 15 minutes, vous avez sur votre panneau temporel là, le petit curseur, et vous pouvez lui demander de restaurer vraiment les transactions donc restaurer généralement c'est pratique de restaurer la base entière, puis de rejouer les logs pour vraiment avoir un RTO le plus rapide possible et le perte de données admissible la plus faible possible. Et si vous voulez vraiment aller très très loin, quand vous cliquez la case, quand vous cochez la case Perform Restore, vous arrivez sur la partie Fine Tuning et là vous voyez carrément toutes les opérations qui sont faites. Si vous allez jusqu'à l'opération comme c'est le cas à droite, le temps de resto est beaucoup plus long parce qu'il va devoir tout rejouer et donc c'est relativement long. L'instant recovery, c'est exactement le même principe. On opère un instant recovery, donc ça apparaît, le système de fichiers apparaît sur le Moon Server, et là on utilise le recovery service de Target Oracle Server, et on synchronise tout ça, on utilise les redo logs, et ça nous permet d'avoir un instant recovery de la machine, de la base de données. Une fois qu'on a fait un instant recovery, il va falloir faire un switch over. Instant recovery, c'est comme un publish. Et donc, on détache la base du serveur et on la rattache. Donc, ça nécessite de l'éteindre généralement. Si mes souvenirs sont bons, il y a quand même un downtime parce qu'il va devoir s'éteindre, synchroniser et démarrer ensuite le service une fois qu'il a fait son switch over. Donc, soit vous le faites en automatique, c'est rare, soit vous le faites en manuel, donc vous choisissez. Il vous dira que la machine est prête à fail over, à switch over. Et du coup, vous allez pouvoir lui dire « Ok, c'est bon, maintenant il est 4h du matin, je suis bien content d'avoir mis mon réveil. » Ou le scheduler, tout simplement. Ça vous évitera de vous relever. Ça, c'était pour toute la partie gestion en mode image. Et on va maintenant partir sur la partie Airman. Donc le Airman, comme on le disait tout à l'heure, c'est quoi les use cases? On a un DBA, on utilise les scripts Airman, le scheduler externe, on a de l'Oracle RAC, on a de l'ASM sur du serveur physique. On a besoin du coup d'utiliser le plugin Airman. La nouveauté avec la version 13 du plugin Airman, donc en fait le plugin s'installe, on verra sur le plugin Vim s'installe sur Airman, et donc il va pouvoir cibler des repositories Vim. Donc l'avantage c'est de cibler tout ce qui va être Harden Repo, SMB, NFS, des Dupl Appliance, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et la nouveauté en version 13, c'est qu'on a aussi le stockage objet directement. Et j'ai dû l'expérimenter plusieurs fois déjà depuis le début de l'année pour des clients qui sont avec du Oracle dans des hyperscalers. Dans ce cas-là, ils ont de l'Oracle, ils ont de l'Airman. On met le plugin Airman dans les machines, dans les hyperscalers, et on envoie directement sur du stockage objet avec l'immuabilité. C'est très pratique. Et qui dit stockage objet dit également le support du coup des scale-out backup repository. Et ça permet de faire de gérer le cycle de vie des backups Oracle à différents tiers d'objets directement au niveau du SOBR. L'autre grosse nouveauté, c'est qu'on peut faire de l'encryption. Depuis la V13, tous les plugins supportent l'encryption. Donc au moment où vous utilisez Airman, les autres plugins SAP aussi, vous pouvez cocher l'encryption des backups et ça vous permet de chiffrer les backups qui sont stockés au niveau du repository. Et ça, la grosse diff, et ça c'est une grosse plus-value, c'est que Oracle fait payer le chiffrement des backups Airman, alors que nous, c'est intégré dans le produit. C'est Vim qui va faire du coup le chiffrement de ces backups.
Et ça fait une grosse diff, notamment en termes de sécurité, de pouvoir éviter de se faire exfiltrer ces backups Airman non chiffrés. C'est un peu critique. Donc là, on les chiffre avec Vim au niveau des backups. Comment ça se passe? C'est un agent, en fait, le plugin qui s'installe sur la base Oracle. Ça va présenter un disque, en gros, je vous la fais courte, un disque à Airman, donc ça s'appelle du SBT tape, un type de device qui va pouvoir permettre à Airman d'écrire sur ce device, mais derrière, c'est du data mover vers le repository de votre choix. Donc on peut déployer comme tous les plugins et comme les agents, c'est la même chose, en standalone ou en mode managé. Standalone, c'est vraiment, je télécharge le binaire, je le mets sur mon serveur, le plugin il est installé mais il n'est pas managé, du coup il est en standalone et on voit apparaître le repository, mais le plugin on ne le voit pas dans VBR, il y a juste le repository qui est présenté au plugin. Ce que je recommande, c'est forcément la version managée. Depuis VBR, vous allez pouvoir déployer ce plugin sur les bases Oracle, maintenir ce plugin en fonction des versions, et ensuite voir aussi l'état des jobs. Si jamais vous avez des DBA qui font tout dans leur coin, au moins sur le serveur VBR, vous avez la visu des jobs et des policies, donc c'est quand même pratique. Et si vous n'avez pas de compétences Oracle du tout, vous pouvez utiliser le mode manager, comme ça tous les jobs Airman, vous les créez depuis VBR. L'installation manuelle, c'est un package. On le met, vous le trouvez dans l'ISO de Vim, vous le mettez sur le serveur Oracle, et il faut pouvoir écrire noexec, blablabla, je vous laisserai lire la doc, mais donc forcément on fait un sudo, on installe le plugin, et si jamais sur Windows, vous faites un suivant, au niveau de l'installation du plugin. Quand vous êtes en manuel, du coup vous avez installé le plugin à la main, et vous allez sur le repository et vous gérez les accès. Donc c'est vraiment comme un agent pour ceux qui ont l'habitude. Vous allez sur votre repo, vous gérez l'access permission et vous dites voilà, tel ou tel serveur, tel ou tel nom vont avoir le droit d'accéder, ce user vont avoir le droit d'accéder à ce repository. Vous allez sur l'agent, sur le plugin, que ce soit sur Linux en ligne de commande avec le wizard ou sur Windows avec le gestionnaire de conf. Ça vous offre un petit, ça va vous demander le backup serveur, le repository, le login password pour pouvoir s'y connecter, et vous aurez accès, du coup, au repository pour y déposer vos backups Airman. La version managée, c'est des protection groups. Les protection groups, c'est généralement ce qu'on utilise pour déployer des agents, et on s'en sert aussi pour déployer depuis la version 12 des plugins. Et donc vous avez soit en mode login, vous mettez une IP, login, password. Vous pouvez aussi mettre directement les protection groups. Je crois que c'est des groupes AD, c'est des fichiers CSV. Il y a plein de façons de générer des protection groups. L'avantage, c'est que tous les jours, il rebalaye le protection group, il se reconnecte aux machines, il vérifie le niveau de mise à jour de ses plugins. Et au moment où vous choisissez les options, vous pouvez dire c'est tel serveur qui va avoir, donc le distribution server qui va être en charge d'aller se connecter au serveur. Pareil, ça permet d'avoir une bonne gestion granulaire des flux. On va installer le plugin, c'est la case qu'on coche, avec écrit Select, et vous choisissez Airman, et vous pouvez cocher ou non l'auto-update. L'auto-update, c'est pas obligatoire, mais au moins vous voyez quand ils sont out of date, et quand il faut planifier des maintenances pour mettre à jour les plugins. Maintenant qu'on a déployé le plugin, comment on fait la partie protection? Alors là, c'est du Airman qui dépasse complètement mes connaissances, ok, je vous le cache pas. Donc, ça va parler à tous les experts Oracle. Et ce qui est important pour vous, les experts Oracle, c'est que je pense que vous n'êtes pas perdus parce que ça fait exactement la même chose que ce que vous faites en Airman. En bas, il y a une partie Channel Allocation dans le lien. Je vous encourage à cocher ça. Ça vous permet de gérer le nombre de flux de channels que vous allez avoir en parallèle d'écriture de vos Airman vers vos repositories. Et notamment, quand vous êtes sur du stockage objet, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs stockages objets pour avoir en parallèle plusieurs channels qui sont ouverts. Je crois que c'est 4 par défaut par base et pouvoir optimiser au maximum les performances. La partie archive log, tout pareil, c'est natif au Airman. Donc vous avez la doc qui va bien, mais pour vous ça ne change rien, c'est juste le repository qui change, mais en termes de configuration c'est exactement la même chose. Et ce qui nous permet d'arriver ensuite sur un job Airman qui apparaît directement ici au niveau de la console. Donc vous voyez là, il y a des applications job Airman, SAP en Oracle, sur lesquelles on n'a pas la main. D'accord ? Vous ne pouvez pas
éditer des jobs Airman à partir du moment où ils sont standalone. Forcément, standalone, tout est géré au niveau du serveur. Alors que si vous êtes en mode manager, eh ben vous pouvez créer même des jobs. Alors, ils remontent les jobs de base, mais vous pouvez même les créer depuis Vim si vous n'avez pas les compétences. Vous allez dans un nouveau job de type Airman et vous voyez apparaître la base de données, vous choisissez le stockage, ce qu'il faut process, etc. Donc, vous pouvez tout gérer depuis le serveur VBR. Donc dans la partie avancée, différentiel backup, cumulative, tout ça c'est les DBA, c'est leur métier au quotidien. La compression, celle de Vim, celle d'Airman, le nombre de channels Airman en parallèle, ça c'est à définir en fonction de vos performances de votre repository. Regardez bien la partie best practice. Voilà, bon ça vous connaissez, c'est pareil, l'authentification pour le Airman, quelles sont les databases qu'on va sauvegarder. Vraiment, vous avez toute la config que vous pouvez générer directement depuis l'interface du VBR, ainsi que son scheduling. Donc c'est quand même très très puissant pour utiliser Airman sans compétence Airman. Une fois qu'on a fait la sauvegarde, on a besoin de restaurer. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Et les fanats d'Airman, nos amis DBA, si vous m'écoutez, tout est pareil que d'habitude. Vous pouvez mount le backup Airman, lancer la restore, voir tous les restore points, se connecter, lancer les commandes, c'est tout pareil. Et vous pouvez même restaurer du coup vos backups Oracle d'une database à une autre. Il y a toute la liste des commandes qui sont disponibles dans la doc. Et si jamais vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas DBA, toujours pareil, vous faites clic droit sur vos backups et vous pouvez faire même vos backups Airman et faire une restore from Airman Backup. Et là, vous allez vous retrouver du coup avec votre explorateur. Alors attention, ça ne supporte pas si vous avez vos bases de données qui sont chiffrées au niveau Airman ou si c'est sur de l'IBM-AX ou du Solaris, on ne peut pas les lire du côté Vim. D'accord ? C'est un cas très particulier. Je vous disais tout à l'heure que la partie encryption des bases Oracle et des backups Airman, c'est payant. Donc, c'est pas souvent déployé. Mais voilà, si jamais c'est le cas, en tout cas, vous ne pourrez pas le faire. Pour tout le reste, vous avez 100% de chance de pouvoir restaurer directement. Et ensuite, on se retrouve avec l'explorateur que vous avez vu tout à l'heure. Donc, vous ne serez pas perdu. Petit tour sur les best practices. Et après, je crois qu'on arrive vers la fin des slides. Donc, quand on fait les best practices au niveau de la sauvegarde image, d'accord ? Attention à la gestion de la troncation des logs, d'accord ? Surtout quand vous êtes dans du data guard, parce que qui dit log dit synchronisation avec le serveur secondaire, et ça peut engendrer du coup des conflits, et surtout le temps de synchro, ça peut engendrer après des perturbations. Donc il faut avoir assez de temps pour envoyer les logs de l'autre côté, donc tronquez pas les logs, laissez bien 24 heures il faut que ce soit plus de 24 heures, c'est recommandé dans le cas d'un data guard. Pour la partie archive log, le mieux c'est de faire attention au niveau de l'espace de la machine, parce que ça va les stocker en local avant de les envoyer. Donc il faut prendre ça en compte. Et au moment de la restauration Oracle, quand vous avez fait une restauration d'une machine complète, il faut sortir la base de données apparemment de son mode backup avec le alter database and backup. Au niveau du plugin, les best practices, au niveau du plugging, ce qui est important, alors là, faites-vous plaisir avec ces informations-là. Voilà, apparemment, il y a une base de données temporaire à faire attention, donc dans votre environnement Oracle. Allez, attention, faites attention, parce que là, j'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Apparemment, il faut qu'il y ait de la place sur une base temporaire pour pouvoir faire attention au moment des backups Airman. Le throttling, forcément, quand on va avoir Airman, par défaut, il n'y a pas de throttling. Et si jamais votre serveur Oracle est en train de mourir, vous avez 2 commandes pour que le backup d'Airman soit... Il y a un set throttling à utiliser pour pouvoir réduire l'impact. Si vous voyez qu'au niveau de vos backups, ça impacte trop fortement la base de données. Apparemment, il n'y a pas de throttling au niveau de la restauration. Et enfin, pour finir, tous les liens mis à jour en version 13. Donc, vous avez en haut la partie User Guide. Donc, c'est l'User Guide Oracle, les opérations de restauration, l'information sur le plugin Airman. Le PDF est disponible dans les commentaires. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui va être Best Practice.
Donc il y a notamment best practice sur les applications, ensuite le spécifique Oracle, et bien regarder tout ce qui va être design d'infrastructure pour les plugins, les channels, les tâches concurrents, etc. Merci beaucoup pour ces 30 minutes de vidéo Oracle. J'espère que ça aura ça vous aura facilité la compréhension du comment on fait du backup Oracle, pourquoi on a deux modèles de backup Oracle et c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre. Euh, Vim, l'avantage, c'est qu'il peut vraiment vous soulager. Si vous n'avez pas de compétences Oracle, peut vous soulager en faisant tout ce qui va être backup, restore, de façon complètement agnostique. Pas besoin d'avoir de compétences Oracle. Mais au moins, ça, j'espère que ça vous aura été utile. Et ensuite, allez, hein, promis, il y aura une version 2 où on va voir l'interface et je ferai peut-être du backup ou de resto si j'arrive à mettre la main sur un lab. Rendez-vous dans la version 2 hein, et puis dites-moi en commentaire si vous voulez la version 2. Peut-être que ça me motivera, hein. Allez, merci tout le monde, bon courage.